Je propose d'accueillir Yann Cadiou de Technopolis, Morgane Veillé-Lavallée également de Technopolis et Hugo Ténin d'Edater pour nous présenter en fait une dernière séquence sur une étude de valorisation et des conditions de réussite de la gestion partagée des fonds européens en France. C'est une étude qui a été lancée par l'ANCT qui souhaitait disposer d'arguments concrets en fait sur l'efficacité de la gestion partagée des programmes FEDER et du FSE en France, notamment au regard de la gestion indirecte qu'on peut avoir sur certains types de programmes européens comme Horizon 2020, LIFE ou Erasmus+. Donc l'attention a été portée sur ces études, notamment sur la temporalité de la consommation des fonds programmés, puis ce qui a permis d'identifier pour la gestion partagée des éléments facilitateurs et des freins. Cette analyse permet va permettre de finaliser le séminaire avec une vision transversale des pistes de recommandation, parce que c'est un exercice qu'on doit faire effectivement dans les lots thématiques, et on se rend compte qu'il y avait beaucoup de points communs avec ce qui a été identifié dans les lots thématiques, mais qu'on n'a pas encore remonté au niveau transversal. Donc comme ça va nous permettre de finaliser sur une approche globale. On vous écoute. Merci Delphine, bonjour à toutes et à tous. Bravo aux victorieux qui sont restés tard ce soir. On va effectivement faire une présentation à trois voix avec Morgane et Hugo sur cette étude comparative en fait sur trois modes de gestion qui sont pratiqués en Europe. Je ne sais pas si c'est... Oui, c'est moi qui passe les slides. Donc on a fait... pris en compte, comme vous venez de le dire Delphine, le FEDER et le FSE, c'était la cible, mode de gestion partagé, mais aussi un focus sur le FP7 et Horizon 2020, Erasmus+, LIFE, COSME et les actions innovatrices urbaines, sur deux périodes de programmation, depuis 2007 jusque 2020, avec le distinguo sur COSME où on est parti un peu plus tard, 2014, et les actions innovatrices urbaines, bien sûr, à partir de 2014. Alors bien sûr, on a comparé des choses pas forcément comparables. Rien que le camembert à droite le montre. Le FEDER FSE, c'est les trois quarts de notre périmètre. Le total, ça fait 350 millions, 360 millions à peu près. Donc on voit bien que c'est pas tout à fait... et on le savait d'emblée que ce n'était pas comparable. Je vais un petit peu trop vite. C'est des milliards, pardon. Ouais. Il manque un slide. Il manque un slide dans la présentation. Donc, ce que je voulais dire sur les objectifs avant d'arriver au constat, pourquoi cette étude c'est une étude unique. On n'en a pas vu ailleurs en Europe. Donc, il y a une vraie spécificité de la démarche initiale. Le constat initial qui a amené finalement cette étude, la raison d'être de cette étude, c'est qu'on a tendance à entendre, en tout cas il y a un an, on avait tendance à entendre que les FESI ne programment pas aussi vite que les autres programmes. Pour caricaturer, l'argent européen n'arrive pas suffisamment vite dans l'économie nationale. Donc c'était un peu ça le parti pris initial et le point de départ de l'interrogation. Donc il s'agissait à travers cette étude interprogramme de comprendre dans quelle mesure le mode de gestion partagé, sans le remettre en cause, c'était pas ça l'objectif, dans quelle mesure ce mode de gestion influence le rythme, la régularité avec lesquels les crédits européens bénéficient à l'économie nationale. Voilà. Et peut-être deux objectifs spécifiques, Morgane ? Oui, donc il y avait deux objectifs. Donc le premier qui était de comprendre les éléments facilitateurs et les freins à la bonne consommation budgétaire, donc l'exécution des crédits. Et une fois qu'on a effectué cette comparaison interprogramme et identifié des bonnes pratiques, effectivement tirer des préconisations pour améliorer la consommation des fonds sur la période actuelle et anticiper sur la prochaine période de programmation également. Voire même au-delà, parce que évidemment il ne s'agit pas de remettre en cause le mode de gestion partagée, et puis il y a déjà des dés qui sont jetés et lancés sur les futurs règlements, même si pour l'instant ils ne sont pas stabilisés, mais post 2027 évidemment peut-être que ce questionnement pourra revenir sur le devant de la scène. L'idée qu'on va faire dans notre présentation, c'est de vous présenter quelques grands enseignements d'un document de synthèse qui doit faire
10 pages, un peu moins, ouais, 6-8 pages, qui va bientôt être diffusé ou qui ne l'a pas été. Et donc au-delà de ces constats, passer en revue une petite dizaine de préconisations qui ramassent un certain nombre de sujets que j'ai entendus aujourd'hui, mais qui vont un petit peu au-delà, puisque par définition il s'agissait d'une approche transversale interfonds. Peut-être sur les constats donc ? Oui. Donc on a 4 constats qu'on aimerait vous présenter là aujourd'hui. Donc le premier constat, c'est qu'on se rend compte que les fonds FEDER et FSE performent aussi bien que les programmes en gestion directe à la fin 2018. Donc effectivement, il y a un grand rattrapage de la part des fonds en gestion partagée à partir de 2016, en comparaison avec les programmes en gestion directe qui, eux, ont une programmation qui est beaucoup plus linéaire parce qu'ils ont des enveloppes budgétaires annuelles, donc une exécution, enfin une dépense de toute l'enveloppe sur une même année. Donc c'est un mode de fonctionnement qui est un peu différent et qui explique pourquoi, alors qu'un programme en gestion directe va commencer très tôt et très vite, les fonds en gestion partagée vont mettre un peu plus de temps à être programmés. Le deuxième constat, donc, c'est qu'en revanche, le taux de paiement pour le programme en gestion partagée est un petit peu inférieur au programme en gestion directe. Et ça, c'est principalement lié donc, à la typologie des paiements des programmes. Donc, pour les programmes en gestion directe et indirecte, il y a un taux de préfinancement qui est extrêmement important. Donc, par exemple, pour Erasmus, on avoisine les 80%, ce qui est très différent pour le mode de gestion partagée. Donc ça, c'est, disons, les 2 grands enseignements sur la partie de notre étude qui était une comparaison quantitative. Donc on s'est vraiment basé sur 3 indicateurs qui étaient le taux de programmation, le taux de paiement et également les délais de paiement. Et d'ailleurs, sur ce point, c'est intéressant de voir qu'il y a une grande amélioration de la part des AG sur la période entre 2015 et 2019. Sur les délais de paiement, il y a une amélioration. Donc j'avais noté quelques chiffres à partager avec vous qui sont assez parlants. On note que le délai moyen de traitement des DDP, il est passé de 117 jours en 2015 à 31 jours en 2019. Et que le délai moyen de traitement des CSF, il est passé de 30 jours en 2015 à 23 jours en 2019. Voilà. Hugo, je te laisse présenter les 2 autres constats. Donc, oui, c'est bon, ça marche, qui sont plus de l'ordre de l'explication des chiffres qui ont été présentés. Je vais inverser, en fait, je vais faire d'abord constat 4 et le 3. Le 4, c'est pourquoi une différence. On a parlé des enveloppes financières, c'est aussi et surtout une différence dans la nature et la stratégie de ces programmes. On est dans les projets, les programmes en gestion directe sur de la recherche d'excellence. LIFE, H2020, etc. Et qui dit excellence avec un budget limité, dit une très forte sélectivité. On se rend compte que dans l'ensemble de ces programmes-là, il y a en fait une sécurisation qui est faite en amont, dès la sélection des projets, ce qui derrière donne une très forte sécurité et visibilité, aussi bien pour les porteurs que pour les agences de la Commission européenne. Un autre élément important, c'est la couverture thématique. Ce sont des projets qui sont très ciblés et donc avec un cadre d'intervention qui est très délimité et pour lequel il est facile d'aller jusqu'au bout, de l'améliorer et de le consolider au fur et à mesure, contrairement à des programmes où on l'a vu avec des typologies d'intervention qui sont très très importantes. Un troisième point qui est la résultante de ces 2, c'est le profil des bénéficiaires. Sur le FESI, on a des bénéficiaires qui sont très très hétérogènes, petits, très grands, etc. C'est des programmes en gestion directe. On est quand même sur un nombre limité de bénéficiaires, de structures très importantes et qui sont accoutumés de la gestion des fonds. Un exemple, Horizon 2020, où la Commission cite souvent qu'elle a réussi à toucher X milliers de PME. Horizon 2020, les 100 plus gros bénéficiaires au niveau européen, dont font partie CEA, CNRS et Airbus, sans citer d'autres dans les pays étrangers, captent plus d'un tiers de la totalité de ces financements. Ce sont des bénéficiaires qui ont une multitude de projets en cours, des centaines parfois. Donc forcément, se crée un apprentissage important, mais aussi un phénomène de confiance entre l'agence exécutive et les porteurs de projets. Toute erreur qui peut être observée sur un projet peut faire l'objet d'une
d'une réfaction sur un autre projet porté par le même bénéficiaire. C'est-à-dire les choses se répercutent entre projets et dans le temps, puisque ce sont des bénéficiaires qui sont récurrents. Ces éléments aussi, et c'est le constat 3, sont renforcés par des différences en matière de pratique de gestion et de contrôle et de paiement. Les différences notables sur le paiement, c'est une approche pour les programmes en gestion directe fondée sur le préfinancement et l'avance. Donc quand on dit l'argent est investi ou va plus rapidement sur le territoire, oui, forcément, des programmes H2020 ou LIFE, etc., peuvent aller de 70 à 90% en avance. C'est-à-dire qu'à la fin de l'opération, seuls 10% vont être soldés lors de la remise du bilan final. Un autre élément aussi important à souligner, c'est l'utilisation de coûts simplifiés assez massifs sur certains programmes et des coûts simplifiés qui sont sécurisés par nature puisqu'ils ont été définis dans les règlements européens. Et donc, l'agence exécutive ne prend aucun risque à les utiliser, forcément. Un autre point aussi qui est peut-être un peu moins connu, c'est que dans ce type de programme, les pratiques comptables des bénéficiaires sont acceptées, en tout cas certaines pratiques. Je pense notamment au barème de salaire ou même à la prise en compte de factures internes. Et on a parlé ce matin du cas des plateformes techniques. Dans les programmes H2020, la refacturation interne est comptabilisée comme un justificatif. Il n'y a pas besoin d'aller prouver des dépenses d'autres factures ou du temps passé homme-jour. Un autre point peut-être sur le cofinancement, à part quelques projets LIFE où il y a du cofinancement public, les autres en fait ne bénéficient pas de cofinancement public. La contrepartie est privée, ce qui facilite quand même beaucoup de choses lors de l'instruction, les paiements, mais aussi lors des contrôles, puisqu'il n'y a pas besoin de vérifier si les taux de cofinancement ou les plafonds d'intervention ont été respectés. On se rend compte en ayant discuté avec les différentes AG et des contrôleurs que le FEDER qui arrive à la fin généralement de paiement d'un projet sert un peu de variable d'ajustement. S'il y a une sous-réalisation de l'opération, s'il y a un risque de dépasser un seuil d'aide d'État, comme les cofinancements ont déjà été versés aux bénéficiaires, c'est le FEDER qui va être réduit. Voilà, en tout cas pour la partie paiement. Quelques éléments sur les contrôles, juste je termine parce que là c'est important. L'approche proportionnée dans les programmes en gestion directe est très importante et fondée, comme je disais tout à l'heure, sur une confiance mutuelle, et ce qui fait qu'il n'y a pas de vérification de facture ou de justificatif lors des contrôles de premier niveau. Tout cela, c'est déclaratif, et si on dépasse un certain seuil de 325 000 €, seul un certificat d'audit est demandé au porteur de projet, c'est-à-dire que son expert comptable, commissaire aux comptes ou la direction financière de l'organisme va signer le papier, et il est jugé conforme et le paiement est débloqué. C'est quand même une différence fondamentale avec les FESI tels qu'ils fonctionnent actuellement. Un autre point, bien entendu, c'est l'applicabilité des règles d'État, parce que ce sont des financements qui ne sont pas nationaux et une mise en œuvre qui n'est pas réalisée au niveau national. Ce sont des programmes qui ne sont pas soumis aux règles sur les aides d'État. Il y a quand même une vérification qui est faite ex ante, comme quoi il n'y a pas de distorsion de marché, mais il n'existe pas lors de contrôle d'opérations en gestion directe, de contrôle sur le respect in fine des seuils, de l'incitativité, etc., etc. Or, on sait que dans les erreurs constatées lors des contrôles et audits, c'est quand même les aides d'État qui constituent une majeure partie des difficultés soulevées. Idem pour les marchés publics d'ailleurs, ce n'est pas du ressort de la Commission de vérifier les marchés publics. Un point aussi important, la rétroactivité des règles. Comme on le sait, les fonds européens ont une spécificité qui est que certaines dispositions peuvent être rétroactives, ce qui a posé beaucoup de problèmes dans le cadre des FESI, à savoir qu'en gestion directe, cette rétroactivité est partielle, puisque dans certains dispositifs, il y a une espèce de clause ou une pratique de la situation la plus favorisée. Une évolution réglementaire, une interprétation est applicable aux porteurs de projet, anciens porteurs de projet, que si elle lui est bénéfique. Si elle lui est pas bénéfique, ça ne le concerne pas.
Un dernier point, peut-être, avant de passer aux recommandations, c'est la notion de jurisprudence. Dans la FESI, on a vu qu'il y avait quand même une faiblesse là-dessus. Ce qui pouvait être décidé auprès d'une AG lors d'un contrôle ou d'un audit n'est pas forcément applicable en tant que tel à toutes les AG. Une pratique qui est intéressante dans les programmes en gestion directe, c'est la notion de document unique qui fait office de base réglementaire. C'est la convention de subvention annotée qui intègre la totalité des interprétations et de la jurisprudence qu'il y a sur le cadre d'intervention en jour T. Ce document évolue bien sûr au fur et à mesure pour s'enrichir jusqu'à la fin de la programmation. Très bien, on passe à la présentation de nos préconisations, recommandations. Morgane va revenir un peu sur la manière dont on y a abouti et elles sont présentées autour des grandes étapes de vie des programmes, en fait, en 3 grandes catégories. Le cadre, au niveau du cadre d'intervention et de la préparation de la programmation, parce que s'il s'agit d'accélérer la consommation budgétaire, c'est aussi à ce moment-là que ça se passe. Il s'agit aussi d'aborder le stade de l'accompagnement des porteurs de projets et la mise en œuvre du programme opérationnel. Ça fait un peu rebond d'ailleurs aux enjeux qui viennent d'être présentés sur notamment le domaine des régions ultrapériphériques. Et puis une 3e catégorie de recommandations qui porte sur les stratégies de contrôle et d'audit. Oui, donc à l'issue de la première étape de notre étude, qui était vraiment une comparaison interprogramme, on a effectué un benchmark auprès de plusieurs régions européennes où on a également posé des questions relatives à l'exécution financière et les bonnes pratiques en exécution financière. Donc on a interrogé plusieurs AG dans d'autres pays européens, en Belgique, en Irlande, en Pologne et en Allemagne. À l'issue de ces 2 étapes, on a eu un comité de travail où on a proposé des premières recommandations aux AG et au CGET qu'on a ensuite validées. Et donc voilà, on vous présente quelques-unes d'entre elles par grande étape de vie du programme. Donc au niveau de la préparation de la programmation, notre première recommandation, c'était de poursuivre au niveau national le partage de pratiques en matière de stratégie, de gestion, de contrôle ou de méthodologie. Donc on s'est aperçu que dans la pratique, il y a encore très peu d'AG en Europe qui font de la convergence de pratiques au niveau national, mais que pour autant, c'était une recommandation qui était assez bien reçue par les AG et qui était même encouragée. Donc au niveau français, on peut imaginer des stratégies d'harmonisation sur des règles bien précises, comme par exemple les règles des instruments financiers, les méthodes de calcul de barème ou de forfait validés au niveau national, et des systèmes nationaux de certains dispositifs d'intervention pour appel à projet, par exemple. La 2e recommandation, c'était d'améliorer la communication auprès des élus ainsi que des grands opérateurs publics sur les conditions de mise en œuvre des FESI. Donc, en effet, les élus en région ainsi que les grands opérateurs connaissent assez peu souvent les conditions techniques de mise en œuvre des fonds européens et donc des marges de manœuvre finalement dont ils disposent parfois pour mettre en œuvre les fonds. Et il est essentiel qu'ils soient davantage sensibilisés sur ces sujets pour modeler les stratégies d'intervention et d'éviter notamment les problèmes liés au dégagement d'office. Donc ça peut être connaître mieux les règles liées aux instruments financiers, aux options de coûts simplifiés. Enfin, il y a un travail de communication à faire auprès des élus. Ça, c'est une 2e recommandation. Et la 3e, toujours au stade de la préparation, c'est de tendre vers davantage de concentration de typologie d'opérations dans la construction d'un programme. Donc cette recommandation, elle est bien connue des AG à présent, mais elle est particulièrement vraie dans le cadre de notre étude, puisque la comparaison interprogramme nous a permis de relever qu'un programme qui a une thématique bien définie et forte, et donc des profils de bénéficiaires récurrents, se programme plus facilement. La plupart des AG aujourd'hui ont déjà fait le choix de se concentrer autour de quelques thématiques avec des opérations délimitées. Et on sait également que c'est toujours plus compliqué pour des régions avec des enveloppes très larges, où il n'est pas toujours aussi simple de concentrer juste autour de quelques thématiques prioritaires. Donc voilà pour les recommandations au niveau de la préparation de la programmation. Hugo, je te laisse présenter les recommandations pour l'accompagnement des porteurs de projets. Oui, quelques éléments sur la mise en œuvre. Le cofinancement, donc là on a écrit maximiser les taux de cofinancement de l'UE, ce qui va un petit peu à l'inverse de ce qui est écrit dans les projets de règlement pour
2021. Mais nous, on est là pour ouvrir le débat. Finalement, ce ne sont encore que des projets. Il ne s'agit pas de supprimer des cofinancements publics, mais par contre de veiller à ce que ces cofinancements soient alignés avec le financement FEDER. On voit encore trop, même s'il y a eu une amélioration, de cas où les porteurs de projets en fait, se retrouvent à monter deux dossiers, ou autrement se retrouvent confrontés à devoir respecter deux types de règles différentes. Un élément qui peut être intéressant, plutôt que de mettre du financement sur un projet, c'est d'avoir un dispositif avec des opérations qui sont financées en fonds européens et d'autres opérations qui sont financées en fonds régional ou national. Ce qui permet d'ailleurs une certaine convergence, comme on disait, des règles nationales et européennes. Un autre point qui est sur la préparation des bénéficiaires. On a vu lors du benchmark que certaines régions mettaient en place des questionnaires, des quiz, différentes actions pour pouvoir sensibiliser dès le dépôt de projet les porteurs de projets et qu'ils puissent un petit peu eux-mêmes prendre conscience des enjeux et des besoins qu'il va y avoir en matière de compréhension de capacité administrative. On l'a dit tout à l'heure, il y a les porteurs de projets, mais tous les animateurs relais de territoire doivent aussi fortement maîtriser ces thématiques afin de ne pas donner des fausses informations aux bénéficiaires potentiels et de leur vendre, entre guillemets, des choses qui derrière seront à double tranchant. Une troisième préconisation, c'est renforcer la planification financière pluriannuelle et semestrielle. Là, on n'en a pas parlé dans le rapport, mais c'est vrai que sur les FESI, il y a un sujet de remontée de dépenses, de cyclicité très très forte qui impacte fortement le travail des AG et les paiements, ce qui est plus lissé dans la gestion directe aussi parce qu'eux, ils ont un choix de programmation linéaire. Ils auraient pu programmer la totalité de leur enveloppe en 2014 ou en 2015. Mais ils décident de programmer au fur et à mesure. Et ce qu'ils font aussi, c'est qu'ils intègrent dans les conventions d'attribution des calendriers de remontée des dépenses, voire même sur certains programmes, il y a un risque de pénalité si des dépenses ne sont pas remontées en temps et en heure. C'est une menace qui est très rarement mise en œuvre, mais mine de rien, ça cadre quand même un petit peu l'exercice de la contractualisation de la subvention. Et pour terminer, deux dernières recommandations en lien avec les stratégies de contrôle et d'audit, dont une sans doute un peu plus élevée que la deuxième. Il nous semble, et on le voit à travers cette analyse comparée des modes de gestion, qui renvoie à des modes d'audit différents, que l'implication de l'autorité d'audit n'est pas la même, évidemment, par définition, mais en tout cas pour les FESI, il y a certainement à mieux travailler son implication pour stabiliser, sécuriser les pratiques, éviter des ajustements qui vont avoir lieu a posteriori, du fait d'erreurs, du fait de failles systémiques. Ça fait un peu le contrepoint avec ce que Morgane disait sur les premières préconisations. Donc l'idée, c'est de travailler à sans doute poursuivre, amplifier le partage d'expérience entre les autorités de gestion et l'autorité d'audit. Et puis un deuxième point en lien avec cette notion de contrôle, avec les évolutions, en tout cas telles qu'elles sont annoncées, sur les problématiques d'échantillonnage. Ce qu'on a vu, c'est que la méthode d'échantillonnage globalement sur l'ensemble des modes de gestion, ça permet de gagner un temps considérable dans les différentes étapes de contrôle des fonds, FEDER et FSE. Évidemment, la prochaine période de programmation commence à ouvrir, étendre cette possibilité d'échantillonnage sur le CSF. Il y a vraiment à s'en emparer. C'est sans doute un rappel pour certains. Je pense que c'est un point de vigilance pour d'autres. Donc la recommandation, c'est vraiment de mettre en place des stratégies de contrôle. Pourquoi pas par le risque, d'ailleurs. Tendre vers la diminution des vérifications systématiques des contrôles sur pièces justificatives à travers les méthodes d'échantillonnage. Mais évidemment, ça pose la question de comment on conserve l'assurance que l'éligibilité des dépenses reste sécurisée. Donc évidemment, il faut aussi nuancer cette recommandation en fonction du taux d'erreur auquel l'autorité de gestion est exposée.
Voilà pour faire court. Je ne sais pas si on a respecté les délais. Bien, écoutez, en tout cas, c'était très intéressant et effectivement, ça apporte des éléments complémentaires par rapport aux études actuelles. Je vais passer le micro à Philippe Sichoflas pour une conclusion et je vous remercie en tout cas. Oui. Merci beaucoup, parce que cette mission n'était pas simple et les résultats sont au rendez-vous et sont probants. Je vais faire vite, parce que beaucoup de personnes, j'imagine, doivent repartir dans leur région, mais je sais qu'il y a 140 personnes qui sont en train de regarder nos échanges et vos travaux sur le web, donc nous ne sommes pas seuls, hein. Il y a encore 80 participants à peu près dans la salle. Peut-être quelques messages de conclusion qui ne sont pas faciles, parce que la journée a été très riche et je vous en remercie tous. Premier message, oui, sur les cofinancements, les derniers intervenants l'ont dit. Dans la prochaine période de programmation, je le rappelle à tous, parce que tous les gens qui sont ici ou qui nous regardent ne sont pas spécialistes du FEDER, mais parfois spécialistes des thématiques qui sont cofinancées par le FEDER, il y aura quasiment une obligation réglementaire d'aller au maximum du taux de cofinancement FEDER. Je vois les plans de financement où le FEDER intervient à 20-25%, c'est fini. Il faudra que le financement, enfin l'argent qui sera versé aux bénéficiaires soit identique à celui qui est prévu dans les maquettes financières et dans les taux de cofinancement. Donc ça demande une ingénierie financière assez radicalement différente de certaines pratiques qui ont eu lieu sur 7-13 et sur 14-20. Et ça, c'est forcément anticipé dans le lien entre les politiques thématiques que vous menez les uns et les autres et le cofinancement européen. On sait que tout le monde aime bien être sur la photo, que le FEDER arrive en dernier cofinanceur, mais un FEDER qui vient boucler le taux de financement à 20% alors que l'Axe est à 50%, ça veut dire de rembourser 30% à la Commission européenne, en gros. Donc ça, je pense que personne ne pourra le porter en tant qu'AG, mais ça modifie la réflexion stratégique sur je mets de l'argent sur quoi dans ma thématique. Je ne mets pas du FEDER partout, mais sur telle ou telle thématique, qu'elle soit de l'OS1, 2 ou autre, devrait être réfléchie un peu plus en amont sur la stratégie de cofinancement. Alors ça ne va pas être très simple parce que, je dirais, dans l'idéal, un exécutif devrait pouvoir avoir une photographie globale de son budget régional, ce qu'il fait, bien entendu, et idem pour les services de l'État qui gèrent, et puis rajouter les fonds européens à côté et avoir une réflexion globale sur l'ensemble des éléments dont il dispose. La difficulté, c'est que vous allez continuer la préparation des programmes opérationnels en 2020 et le calendrier est très resserré, on va y revenir vite, et les exécutifs qui vont gérer les budgets régionaux en 2021, a priori, seront nouveaux. Donc ce travail va être compliqué, mais c'est ce qu'il faudrait idéalement essayer de parvenir à effectuer. Un point, puisque on est dans la phase aujourd'hui où chaque AG réfléchit à ses priorités pour la prochaine période, on est dans un cadre réglementaire qui n'est pas tout à fait stabilisé. Je le rappelle que l'OS1 qui a occupé la matinée quasiment, hein. Aujourd'hui dans les règlements, toutes les régions métropolitaines françaises doivent au minimum concentrer 60% sur l'OS1 et 85% sur l'OS1 plus l'OS2. Ça veut dire qu'elles peuvent très bien faire 100% sur l'OS1 en théorie. On sait que certains États du nord de l'Europe vont faire ce choix, considérant que leur politique OS2, ils se les financent sur leurs crédits nationaux et que par mesure de simplification, comme ils ont peu d'argent par habitant, ils vont financer, par exemple, c'est le cas du Danemark, que leur politique d'innovation avec les fonds européens, avec le FEDER. Bon, on sait qu'en France, c'est quand même un peu différent, on a 3 fois plus d'argent par habitant que le Danemark et qu'on ne pourra pas, bien sûr, flécher ça comme ça. Cette concentration thématique, elle est encore en évolution, elle est encore en discussion, elle se discute en même temps que dans les cercles budgétaires et non pas politiques de cohésion. Mais il n'est pas impossible qu'en atterrissage, on puisse avoir une concentration assez différente. Donc il faut rester encore dans une acceptation assez large de ces règlements pour préparer vos PO avec 2 scénarios. Un scénario où on resterait stable à 60-85 et un deuxième scénario où on aurait une enveloppe à 40 pour les régions en dessous de la moyenne communautaire, hein, si la concentration thématique est calculée selon la richesse régionale et non plus nationale, qu'on soit à 45% sur l'OS1 et sur une quotité minimale de 30% sur l'OS2. Donc il faut garder cette flexibilité, je sais que ce n'est pas facile et on espère que les règlements sont stabilisés assez vite pour que le moment venu, vos exécutifs, les régions, les AG puissent faire leur choix dans leur première remontée. Alors quand je parle de choix, il y a aussi le choix de la priorité 5 hein, qui concerne l'ensemble des programmes français, hein, métropolitains comme Outre-mer.
et qui là aussi fait l'objet d'échanges avec la Commission. On est aussi aujourd'hui dans une perspective réglementaire où on peut mobiliser jusqu'à 15% sur ces problématiques-là, voire jusqu'à 25% si les règlements évoluent comme je le précisais. L'OS 5, c'est quoi? C'est en gros, c'est des priorités que l'on peut négocier à la marge qui peuvent être différentes de celles rendues éligibles dans les OS 1 et 2, ce qu'on a vu ce matin et cet après-midi. Il y en a une qui est particulièrement adaptée, qui a été développée dans l'après-midi, c'est le développement touristique, le développement culturel. Il est ciblé spécifiquement par la Commission dans son annexe D. Donc il y a une certaine flexibilité pour des approches territoriales argumentées en faveur de territoires en décrochage, qu'ils soient urbains, ruraux, industriels, insulaires ou de montagne. Cette négociation reste ouverte et comme la spécificité des territoires européens est quand même très différente d'un État membre à l'autre, il y a une capacité de négociation pour chaque État membre avec la Commission qui est quand même assez élevée. Et on est aujourd'hui en dialogue permanent entre les régions, l'État et la Commission pour avancer sur cette interprétation des règlements. Donc il y a une certaine liberté qui est ouverte. Alors beaucoup de questions ont tourné autour de l'éligibilité des prochains programmes. Il y a des choses dont on sait pertinemment aujourd'hui qu'on ne pourra pas financer. Pour caricaturer, on ne va pas financer des routes en métropole. Il y a d'autres domaines où tout reste à négocier. Les règlements sont très vagues sur les mesures et les typologies de projets éligibles. Et c'est le but de la négociation avec la Commission dans les mois qui viennent que de négocier pas à pas ce qu'elle considère comme étant valable dans le cas français ou pas pour des financements FEDER. En général, la Commission rechigne un peu à venir financer des choses qui fonctionnent déjà bien et elle préfère que les fonds FEDER interviennent pour faire de l'innovation, de l'exemplarité ou corriger des déficits avérés en matière de diagnostic. Donc il y aura tout ce travail d'argumentaire à faire et de plaidoyer à faire durant toute la période de négociation. Et c'est pour ça qu'on a adopté ensemble un calendrier de travail de préparation qui nous permet à certains stades de recevoir des remontées sur vos intentions. Alors on en discute beaucoup avec les directeurs Europe, on ne vous demande pas de déposer vos PO, ça, vous seriez bien en difficulté pour faire aujourd'hui, mais de faire remonter vos premières intentions pour qu'on puisse commencer à les capitaliser et à développer et à enrichir des argumentaires pour amorcer ce dialogue avec la Commission. On avait fixé des premières remontées quant à vos intentions potentielles pour la fin du mois de février, donc dans un mois. On est en train de faire circuler avec vos directeurs Europe une fiche type et qu'on puisse avoir un premier rendez-vous fin février, une deuxième remontée en avril, déjà là beaucoup plus élaborée, une consolidation cette fois beaucoup plus avancée en juin pour pouvoir déposer l'accord de partenariat en juillet et que vous puissiez, pour celles qui souhaitent aller le plus vite possible, vos programmes opérationnels immédiatement en même temps ou immédiatement après le dépôt de l'accord de partenariat pour avoir des programmes qui puissent démarrer au 1er janvier 2021. Alors pourquoi le 1er janvier 2021? On a démarré un peu plus tard la fois dernière, on n'a pas forcément respecté les délais. Parce qu'on se rend compte que quand on prend du retard au démarrage, on met toute une période, on met 7 ans, 8 ans, 9 ans pour essayer de rattraper le démarrage et que ça pose encore un certain nombre de difficultés dans quelques programmes, pas beaucoup mais encore quelques-uns. Et donc plus on démarre tôt, mieux ce sera, d'autant que bien que la négociation ne soit pas terminée, les obligations en termes de certification vont être beaucoup plus lourdes et beaucoup plus contraignantes dans cette prochaine période de programmation que dans les précédentes. C'était l'intérêt aussi de la dernière étude qu'on vous a présentée de ces résultats, c'est qu'il va falloir aussi inventer, on sait que c'est difficile, des modes de gestion plus rapides, des modes de programmation plus rapides, une massification plus rapide des projets pour éviter des dégagements d'office qui seront sans doute pas loin d'être 2 fois plus contraignants en termes de rythme de remontée de dépenses qu'ils ne le sont aujourd'hui. Donc on va rentrer dans une phase de maturité un peu plus contraignante. Bien sûr, elle dépend des négociations communautaires en cours. Si les 27 se mettent d'accord sur un budget très rapidement, on parle d'un conseil maintenant au 20 février, un peu extraordinaire pour accélérer la négociation. Sans doute que ces règlements resteront de cette nature. Bon, si on n'a toujours pas négocié le budget à la fin de l'année, on passera sans doute dans des priorités beaucoup plus lâches. Donc vous êtes tous au courant de la négociation communautaire, vous la suivez comme tout un chacun, mais il faut garder ça en tête, plus bénéficiant de toute l'expérience qui a été développée ces jours-ci et aujourd'hui en particulier dans toutes les études qui sont à votre disposition pendant 14-20 pour essayer d'accélérer un petit peu la prochaine programmation.
Alors, massifier, ça ne veut pas dire écarter les petits porteurs de projets. Ça veut dire peut-être faire des choix stratégiques de massification dans certaines priorités pour mieux accompagner des petits projets qui en ont plus besoin dans d'autres cas. Enfin, tout ça, c'est toutes les difficultés de l'exercice et le rôle du politique et du technique dans chacune des autorités de gestion. Je profite ici également de ces études, vous en jugerez de la qualité, on fera un débriefing avec les directeurs Europe la semaine prochaine pour voir ce que tout le monde tire un peu de ce séminaire et des conclusions qui doivent aboutir d'ici la fin du mois de mars pour la plupart des études, pour lancer un peu un dispositif permanent d'animation de ces études thématiques. On est très heureux qu'il y ait eu ce travail croisé entre les autorités de gestion, les ministères, l'État déconcentré en région qui est venu également à ce séminaire, le lien avec les CPER organisés, le lien avec les autres opérateurs de l'État, les agences de l'eau, etc. Ça a été très bien dit par l'intervenant. Comment on fait en sorte que les petits conflits de financement qui ont pu exister sur 14-20, mais même sur 7-13, ne se reproduisent pas dans cette période et qu'on puisse animer un dispositif d'intelligence collective durant tout le long de la programmation 21-27. C'est en tout cas l'ambition qu'on aimerait vous proposer quand il va s'agir de poursuivre ces travaux d'études et de les capitaliser in itinéré. On sent que tout le monde en a besoin à tous les niveaux de l'action publique pour suivre ces programmes qui sont quand même relativement complexes par rapport aux programmes, aux financements classiques nationaux et régionaux, mais autant apprendre ensemble à les accompagner au mieux pour éviter ces écueils. Donc mes remerciements encore à tous et à vous tous ici, à ceux qui sont en streaming, à toutes les personnes qui ont accompagné le lancement de ces démarches. On va vous adresser le film de ces rencontres. Tout ceci a été enregistré, on va le diffuser. Ça permettra peut-être à certains qui n'ont pas pu assister, qui n'ont pas pu suivre les travaux sur leur spécialité, de revoir les éléments de débat tout en approfondissant les études qui ont été distribuées. Enfin, je passe un dernier message, que j'en profite que vous êtes nombreux dans la salle et sur le web, pour vous dire que l'ANCT, donc ce n'est plus le CGET, c'est l'ANCT, mais c'est un peu les mêmes équipes pour ce qui concerne les affaires européennes, continue de recruter, notamment pour vous aider à simplifier. Donc, comme vos directeurs Europe ne vous le disent pas toujours, parce que c'est normal, ils veulent vous garder, moi j'en profite pour vous le dire directement, contactez-nous, il y a encore 3-4 postes qui traînent et on serait très heureux de vous accueillir si vous voulez participer à l'aventure. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir.